Dans cette communication, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu comment s'est créé un projet d'entreprise très particulier, un spa d'inspiration japonaise. Et tout cela dans un cadre patrimonial. Alors, c'est ce que je vais vous retracer, c'est le récit d'un parcours entrepreneurial, comment tous les éléments du projet se sont ficelés petit à petit. Et à travers ce récit, il y a aussi quand même la voix de l'ancienne chercheuse en patrimoine qui reste là. Et je voudrais évoquer aussi les défis que présente le lien entre ces deux parcours, parce que c'est pas évident. Et le message sur lequel je voudrais insister aussi à travers tout ce récit, c'est que euh, finalement, avec le recul, je pense que le patrimoine détient vraiment des ressources, un potentiel de développement, et que c'est par l'action, la création, l'innovation on va pouvoir les exploiter, en tirer profit. Et c'est pas seulement par la connaissance ou l'érudition autour du patrimoine. Alors, ce que je vais surtout évoquer aujourd'hui à travers ce récit, je voudrais d'abord décrire comment euh, la valeur patrimoniale peut apporter une plus-value à un projet à vocation thérapeutique. Donc, selon moi, la valeur patrimoniale, c'est aussi une valeur changeante. Elle est propre à chaque projet. C'est pas une valeur fixe et définie. Et dans chaque projet, elle peut apporter un élément de sens, un élément de développement. Et là, dans ce cas aujourd'hui, dans ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un projet à vocation thérapeutique. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on me demande aujourd'hui de parler de réparation du patrimoine. Et en effet, comme Daniela l'a souligné, je parle aussi de la réparation du corps et de l'esprit grâce au patrimoine. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? On le découvrira peut-être à la fin de cette conférence. Je voudrais vous parler aussi donc du processus de réparation du patrimoine, mais ici dans un cadre esthétique japonais. Et je voudrais montrer comment les concepts esthétiques et philosophiques japonais peuvent vraiment nourrir et enrichir une démarche de réparation du patrimoine. Je voudrais aussi soulever les défis en lien avec une démarche d'affaires dans un contexte de patrimoine. Je voudrais aussi opposer la notion de réparation du patrimoine au processus de patrimonialisation, qui, selon moi, sont deux choses vraiment différentes. Et enfin, aborder la notion d'esprit du lieu, qui, pour moi, était vraiment très importante dans le déclenchement et la réalisation de ce projet. Alors, d'abord, je vais en venir au début, du tout début de ce parcours. D'où est venue l'idée de créer une telle entreprise? Tout a commencé par un voyage au Japon. Donc c'est ça, avec mon conjoint, on faisait un voyage à travers le Japon à vélo. On voyageait à vélo et c'est comme ça qu'on a découvert il existait des établissements qu'on appelle des sento ou des onsen, qui sont en fait des bains publics. Il y en a énormément au Japon. Les Japonais se rendent très régulièrement le soir dans ces établissements pour déjà se laver, mais aussi vraiment pour couper avec la fatigue de la journée. Donc on a très vite adopté cette pratique. On a adoré ça parce qu'évidemment, après une journée de vélo, c'est sûr que nous, on devait se laver aussi. Et ça nous a permis vraiment de reposer nos muscles et de repartir le lendemain en pleine forme sur nos vélos. Mais on a surtout été vraiment impressionnés par l'esprit, la philosophie qui était en lien avec cette pratique. C'est vrai que les Japonais sont des personnes très intériorisées, mais vraiment dans cette pratique du bain, c'est en lien avec une tradition ancestrale, évidemment, parce on est dans un pays volcanique où il y a énormément de sources d'eau chaude, mais c'est une culture imprégnée de shintoïsme et où le lien et l'harmonie entre l'homme et la nature est très importante. Et évidemment, l'eau dans cette relation a une place primordiale. Alors, on a vraiment ressenti la force de cette pratique. On a vraiment été très touchés par ça.
Et c'est comme ça qu'est née petit à petit l'idée de recréer une entreprise de type spa japonais ici au Québec. Donc là, on est en 2009 à peu près. Et l'idée de réaliser ce projet dans un cadre patrimonial est assez vite arrivée parce que, évidemment, moi, à cette époque, j'étais dans le milieu de la recherche, dans le patrimoine, mais je cherchais un projet peut-être un peu plus tourné vers l'action, euh, vraiment donner un petit peu, essayer de participer à un projet de sauvegarde patrimoniale. C'était ça qui m'intéressait le plus. Et finalement, ce projet d'entreprise a pris forme et c'est vraiment devenu, l'idée était de faire d'un lieu patrimonial un lieu de service à la population, rendre un lieu patrimonial euh, à une communauté, à un groupe, mais grâce à une activité lucrative, mais bénéfique aussi pour le corps et l'esprit. Donc tous ces éléments semblaient assez bien se placer ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à chercher un lieu et on a découvert cette maison que vous voyez là sur l'image, la maison de Denaston Breakey, qui se trouve sur le territoire de Lévis, dans le secteur de Breakeyville. Cette maison, donc, c'était la résidence privée de Denaston Breakey, qui est un des enfants de la famille Breakey, qui s'est illustré à Lévis dans le commerce du bois. Une famille originaire d'Irlande qui avait immigré au Québec et qui s'est illustré, qui a connu une, qui a développé cette entreprise sur plus d'un siècle et qui a vraiment connu une grande fortune à travers ça. Et donc, cette maison-là aurait été construite à peu près vers 1905. Bon, j'ai pas la date exacte, là, c'est la date officielle, mais probablement qu'elle est peut-être un peu plus vieille. Donc, cette maison, c'était le témoignage de réussite finalement de cette famille. Il y en a plusieurs dans le secteur. Il y a 3 manoirs encore existants aujourd'hui qui appartenaient à cette famille. Euh, cette maison, donc, c'est le témoignage de leur réussite, mais c'est aussi un lieu d'observation des activités de l'entreprise, puisque la maison se trouve au-dessus de la rivière. Donc, à l'époque, il y avait moins de végétation, mais depuis la petite tourelle, le propriétaire pouvait observer le déroulement des activités des travailleurs qui sciaient le bois dans le moulin au bord de la rivière. Donc, l'hiver, il y avait euh, des travailleurs qui bûchaient le bois dans les forêts de la Beauce. Le bois était amené par la Drave, la rivière Chaudière, jusqu'à Breakeyville. Et là, le moulin sciait le bois pour l'exporter vers les États-Unis et l'Europe. Donc, cette maison, c'est le lieu d'observation de la réussite, mais c'est aussi une maison pour retrouver contact avec la nature. C'était une villa d'été. Les Breakey ne vivaient là qu'en été. En hiver, ils rentraient dans leur pays natal. Et on peut vraiment l'associer à plusieurs villas qui ont été construites à Québec à cette même période. Il y en a beaucoup dans le secteur des Silleries à Québec. Ces villas ont toutes un peu cette apparence très fenestrée, beaucoup d'éléments permettant de garder le contact avec la nature, justement, des petites tours, des maisons entourées de sentiers de promenade, entourées de parcs, jardins. Donc, ces maisons permettaient de retrouver contact, de se reposer, retrouver contact avec la nature, parce qu'on était à une période industrielle où le paysage se transforme énormément. Les villes s'agrandissent et la nature recule. Cette maison ensuite a été rachetée dans les années 50 reprise par des sœurs, la congrégation des sœurs de la Charité de Saint-Louis. Elles en ont fait leur maison de repos, une maison de convalescence pour les vieilles sœurs mourantes. Donc, on peut quand même voir qu'il y a comme cette vocation du repos qui est restée dans cette maison. Il y avait je disais,
villa d'été, maison de villégiature, mais aussi maison de repos pour les sœurs. Dans les années 80, la maison a été rachetée euh, par des, euh, par des familles qui en ont fait un lieu de mariage et de banquet, disons un lieu de festivité. Mais là, Daniela, peut-être tu pourrais montrer justement la photo suivante. Ouais, c'est ça. Donc là, on est plus dans les années 50. On voit la croix au-dessus. Donc là, au moment où la maison a été habitée par les sœurs. Donc on la voit, la maison, là, on voit une autre partie de la façade. L'autre photo, c'était la façade avant. Là, on est sur la façade de côté. Tu peux montrer aussi la photo suivante. Là, c'est encore un autre côté de la façade, mais vous voyez bien tous ces balcons et ces fenêtres. Ouais, tu peux encore aller à la photo suivante. Là, c'est l'autre partie de la façade. Donc, la deuxième photo que je vous ai montrée, là, on voyait qu'il y avait la galerie qui était ouverte. Nous, ici, on l'a fermée parce elle était très branlante et risquait de s'effondrer. Donc, là, elle a été refermée. Puis, bah, tu peux montrer la photo suivante aussi. Là, ben, on est plus à notre époque. Là, on revoit la façade avant, puis là, on voit l'apparition d'un petit bassin, le bassin. Je vous montrerai d'autres photos plus tard. Donc, mais ça vous donne quand même une idée de l'aspect physique de la maison. Donc, là, j'aborderai un peu la notion d'esprit de lieu parce que finalement, je pense que c'est vraiment l'esprit du lieu qui a été l'élément déclencheur dans ce projet. Donc, je voudrais pas m'éterniser dans la définition de ce terme qu'on utilise souvent quand on parle de patrimoine immatériel. Mais je pense que ça a vraiment été important dans la décision d'avancer dans ce projet, dans ce lieu précis. Au moment où on a visité la maison, on a vraiment ressenti une énergie. On a eu un ressenti très particulier en circulant dans la maison. On sentait une sensation enveloppante, comme une chaleur bienfaisante, réconfortante. On avait l'impression de retourner un peu chez nous. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, c'est vraiment un endroit idéal pour faire ce projet à vocation thérapeutique. Et là, bah, Daniela, tu peux avancer la diapo suivante. Ouais, donc c'est ça. Justement, en préparant cette conférence, je suis tombée sur cet article. Euh, le monastère des Augustines dans le Vieux-Québec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça fait une dizaine d'années que ça existe. Puis donc, le projet consiste à offrir aux clients la possibilité de venir faire des retraites, des séjours vraiment de repos dans l'ancien monastère des Augustines qui a été vraiment retapé, revampé pour pouvoir accueillir la clientèle. Mais ils ont mené apparemment des recherches pour mettre en valeur cet aspect que le patrimoine peut apporter vraiment réconfort et bien-être à des personnes qui vivent des situations d'anxiété très fortes. Donc, en fait, cette intuition bah, que j'ai eue en 2010 en visitant cette maison et en disant, OK, c'est l'endroit pour faire un tel projet, je vois qu'elle se confirme aussi et je suis vraiment heureuse de voir que c'est une voie qui est de plus en plus exploitée et qui peut vraiment devenir une voie pour le patrimoine. Euh, Ensuite, bon, ben, la construction du plan d'affaires, on avance dans le projet. Puis là, clairement, il faut définir une mission. Quand on veut faire une entreprise, il faut se définir une mission. Mais là, très vite, on a vu qu'on avait deux missions. Et l'une et l'autre étaient très fortement reliées, évidemment. Euh, la mission de l'entreprise se doublait d'une mission patrimoniale. Mais les deux devaient se desservir, en effet, parce que les bénéfices financiers devaient servir à entretenir la maison. Mais en échange, la maison devait offrir son cadre chaleureux et bienveillant pour que l'entreprise puisse réaliser sa mission axée sur le bien-être.
Donc, euh, on peut même élargir un peu plus loin ce cadre-là et constituer ce que j'appelle le cercle vertueux entre la mission de l'entreprise, le lieu, les employés et les clients. Parce que finalement, le caractère ancestral du lieu va apporter sa sensation de réconfort, de bien-être aux employés, aux personnes qui travaillent dans les lieux, mais en même temps, ces gens-là vont rendre ce bien-être aussi aux clients. Clients qui, en ressentant cette sensation de bien-être, vont aussi permettre à l'entreprise de réaliser sa mission. Donc, pour moi, il y a vraiment un lien très fort entre la mission, le lieu, les personnes qui y travaillent, les clients, tout ça est relié au cœur de cette même vocation, l'aspect thérapeutique du patrimoine. Et ben, selon moi, c'est vraiment cet esprit du lieu qui permet de relier les éléments, ce ressenti dont je parlais. Euh, et donc, cette proximité entre la mission et le lieu est vraiment importante. Et je pense que c'est grâce aussi au fait que nous avons pu appliquer un modèle d'affaires assez souple, que cette circulation, ce cercle vertueux a pu se constituer et peut encore se constituer. C'est sûr que dans un modèle de gestion plus classique, très vertical, très hiérarchisé, ce flux peut pas circuler comme ça. Donc, je pense qu'une maison patrimoniale, elle présente un cadre chaleureux, accueillant, mais qui convient pour un profil particulier d'entreprise avec un modèle de gestion, je dirais, plus familial. Ensuite, les défis. Donc, évidemment, s'embarquer dans un tel projet, c'est sûr que c'est aller dans une voie un petit peu inhabituelle pour le monde des affaires, mais aussi pour l'univers de la sauvegarde et de la protection du patrimoine. Alors, concilier le patrimoine à une logique économique, c'est un défi. Euh, parce qu'on est tenu quand même à générer des bénéfices. Et ces bénéfices devront assurer non seulement la pérennité de l'entreprise, mais aussi la survie du bâtiment, l'entretien du bâtiment. Donc, il y a vraiment deux missions à soutenir. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas l'unique notion de préservation du bâtiment qui va primer, c'est plutôt un usage rationnel du lieu au service de la mission. Donc, il faut accepter quand même qu'il y ait une part de risque, de changement d'apparence du bâtiment. Il faut en faire un lieu de passage, d'appropriation, composé avec beaucoup de contraintes. Et on ne peut pas être bloqué dans certaines normes. Il fallait, autre défi évidemment, il fallait répondre aux besoins de rentabilité tout en ayant ce modèle de gestion particulier dont j'ai parlé. Donc, en effet, nous ne sommes pas une OBNL. On doit assurer une certaine compétitivité dans le secteur d'affaires. On doit assurer des salaires. On a des frais fixes incontournables. Mais en même temps, comme je disais, on n'était pas formaté par un modèle de pensée marchand. On est quand même basé sur une certaine éthique. Et le respect de donc ces deux logiques, c'est sûr, pouvait se faire grâce à ce modèle d'affaires un peu plus souple, parce qu'en effet, dans une vision classique de l'entreprise, il faut minimiser les frais d'entretien, il faut maximiser les profits, et souvent, il peut y avoir plusieurs partenaires qui réclament leurs bénéfices. Là, dans un modèle de gestion familiale, on est beaucoup plus libre, on fait ce qu'on veut de nos bénéfices et il y a moins de partenaires à payer. Donc, dans ce cas-là, c'est l'idéal. Autre défi, c'est ça, adopter, tenir une position non conventionnelle, tant du point de vue du monde des affaires que du point de vue du patrimoine. Parce que souvent, on est bloqué dans une idée que le patrimoine doit être sauvegardé, subventionné, c'est très normé. D'un autre côté, eux, les gens d'affaires vont voir le patrimoine comme une entrave à l'enrichissement. Mais il est possible, je pense, de trouver aussi une autre voie qui fait du patrimoine un outil de dynamisme économique d'une région, d'une municipalité, d'une communauté. Donc, il faut vraiment changer de logique et voir valoriser le patrimoine,
le réutiliser plutôt que de vouloir le remplacer, mais accepter aussi de le faire évoluer et non vouloir à tout prix le conserver à l'identique. Ensuite, autre défi dans la construction de ce projet particulier, c'est que là, notre démarche, c'était de créer un univers thermal de type japonais dans une maison de style architectural victorien. Donc, au début, ça paraît un peu fou, un peu bizarre. Et notre démarche aussi, c'était d'apporter une vocation complètement différente au bâtiment, à lui donner un rôle qu'il n'avait pas du tout auparavant. Ça pouvait paraître peut-être incompatible. Mais là, en avançant, on se rend compte qu'en fait, ces deux univers se rencontrent très bien. L'univers victorien et japonais, en fait, ont beaucoup de liens au niveau historique, au niveau architectural, au niveau du design. Déjà, l'architecture victorienne s'est développée à une période où le Japon commence à s'ouvrir à l'Occident. C'est à ce moment-là qu'on découvre des nouveaux objets d'art et d'artisanat, des céramiques, des estampes japonaises, des paravents. On découvre les lignes épurées, mais aussi les motifs floraux, les motifs naturels qui se retrouvent dans l'architecture. Le Japon va beaucoup influencer le mouvement des arts décoratifs, arts and crafts. Et là, l'artisanat retrouve une place importante. On retrouve la beauté de l'objet quotidien. Donc justement, à cette période, le développement industriel avait tendance à... On était dans un esprit de conquête de la nature. Et c'est là qu'on redécouvre l'importance de renouer avec cette nature. Et donc, d'où la création d'un tout un habitat, un artisanat, qui sont des moyens de retrouver un lien avec ce monde en pleine transformation. Donc, évidemment, c'est réservé à une classe de gens assez riches. Mais au niveau philosophique, il y a vraiment la recherche d'un nouveau rapport à la nature. Puis dans l'architecture, ça se voit dans ces grandes ouvertures, ces mouvements arrondis, ces fenêtres arrondies, les avancées vers l'extérieur, les petits balcons, les tourelles. C'est un mode assez éclectique, justement. Et donc, dans la région de Québec, on voit certaines villas dont j'ai parlé au début, là, qui apparaissent à cette période. Et quand on fait le lien avec la maison traditionnelle japonaise, en effet, il y a aussi tout un tas de correspondances parce que la maison traditionnelle japonaise est vraiment conçue dans cet esprit de lien avec l'extérieur. En fait, la maison est conçue comme une prolongation du jardin. Le jardin, lui, est conçu pour pouvoir être vu de l'intérieur. Donc, les maisons japonaises sont conçues avec des grandes ouvertures, des portes coulissantes, des systèmes des paravents transparents. Il y a tout un jeu de liens entre l'intérieur, l'extérieur. Alors finalement, on se rendait compte que oui, il y avait un lien dans l'histoire, l'architecture, l'esthétique. L'utilisation du bois, de la pierre sont très importants dans l'esthétique japonaise. Les maisons japonaises vont toujours privilégier l'usage de matières naturelles parce que dans cette esthétique aussi, on apprécie la beauté du vieillissement, le fait que les objets naturels grisonnent avec le temps, changent de couleur. Ça fait c'est conçu comme c'est perçu comme une marque de beauté. Donc, on a vraiment compris que ce lien entre l'univers patrimonial, ancien, victorien, ça fonctionnait vraiment très bien avec l'esthétique japonaise. Alors, toutes nos installations à l'extérieur ont été vraiment conçues justement dans cet esprit-là, donc les bassins, les espaces de jardin. On travaille le plus possible avec des matières naturelles comme le bois et la pierre. Et finalement, tous ces éléments s'assemblent et créent un peu comme un univers intemporel. On offre on a l'impression qu'on est dans un autre espace-temps. Et finalement, c'est comme ça que les gens peuvent déconnecter. Donc là, je m'étais dit, ce serait le moment de vous montrer d'autres photos du lieu tel qu'il est aujourd'hui.
pour que vous voyez un peu cet univers. Tu peux avancer, Daniela? Ouais, voilà. Donc bah là, c'est ça. On voit la façade de la maison avec un bassin. Ici, on voit la partie vitrée derrière qui a été rajoutée. Donc, c'est une annexe toute vitrée, un lounge où les gens peuvent s'installer puis observer justement les jardins autour. Donc, on a gardé ce principe de fenestration qui était là présent, qui existait et qui était là pour que justement l'habitant puisse observer la nature autour de lui. Donc là, on l'a prolongé avec ce lounge et puis les clients peuvent s'installer et voir les jardins japonais. Nous, on a créé des nouveaux jardins autour. Tu peux avancer. Voilà, là, on revoit ce pavillon vitré qui est vraiment, qui forme comme un parallèle là, avec l'autre, l'ancienne avancée, le portique de la maison. Et puis là, on voit que sur le côté, il y a un accès au jardin japonais. Tu peux avancer encore. Là, une vue par drone. Donc, on voit un peu les bassins. Puis les pavillons. On a fait construire des pavillons vraiment selon les techniques de construction traditionnelles, sans clous. Donc, c'est technique de construction tenon et mortaise. Tout sans boîte, tous les éléments sans boîte, sans l'utilisation de clous. Tu peux avancer. Donc là, un autre point de vue. Tu peux avancer. Là, c'est d'en dessous. Tu peux avancer. Là, on voit, petit détail, le pain taillé à la façon traditionnelle japonaise devant la façade typiquement victorienne. Tu peux avancer. Là, on voit donc les pavillons qui sont construits tout en bois. On voit que ça grisonne, mais c'est ça, ça fait partie de l'évolution des saisons. Les éléments changent, bougent. Selon chaque saison, le point de vue est jamais le même. Tu peux avancer. Je sais pas s'il y a encore une photo. Ouais. Et puis encore une dernière, je pense. Ouais, voilà. Ben là, on a une petite vue en hiver. Donc là, les gens peuvent relaxer dans un petit bain chaud et voir la belle maison devant eux. Alors, donc finalement, c'est ça, je voulais revenir à cette idée de réparation du corps en parallèle avec la réparation du patrimoine. Donc là, dans ce parcours, c'est ce que je voulais décrire, c'est l'expérience vraiment de la prolongation d'un lieu avec un autre univers pour lui donner une nouvelle forme de vie. Et je pense que, en effet, cette expérience peut aussi être réparatrice pour l'âme, parce que pour le visiteur qui est là dans ces lieux, c'est aussi réparateur de sentir qu'il participe quelque part à la réhabilitation d'un bâtiment ancien. Il sent qu'il fait partie d'un univers plus grand et plus fort que lui. Donc, la nature, la culture sont des éléments qui vieillissent, qui changent avec le temps, qui forment un tout. Et nous, finalement, les humains, on est des éléments en harmonie, bah, si on peut être en harmonie, avec tout cet univers. Donc, je pense que oui, c'est réparateur aussi pour le corps et l'âme. Euh, Là, je voulais revenir un peu sur les concepts d'esthétique japonaise, justement, parce que je pense qu'il y a vraiment, ça mérite réflexion, mais je crois qu'il y a là-dedans des ressources pour penser la réparation du patrimoine. D'ailleurs, bah, on connaît tous, on a entendu parler de cette pratique artisanale japonaise qui consiste à reboucher des fissures avec de la laque dorée, là, qu'on appelle le kintsugi. Mais en fait, c'est vraiment révélateur de cet esprit, de cette philosophie japonaise. Euh, et là, je pense qu'il y a vraiment une prédisposition pour penser la transformation du patrimoine, parce que l'esthétique japonaise valorise le vieillissement, la notion, il y a là-dedans une sagesse qui valorise le vieillissement, le non-standard, la différence. C'est un peu cette philosophie qu'on appelle le wabi-sabi, qu'on utilise pour décrire la cérémonie du thé, entre autres. Mais il y a vraiment un attrait pour la simplicité et le vieillissement naturel des éléments.
Et cette philosophie fait que les choses peuvent apparaître, même les choses imparfaites, incomplètes, atypiques, peuvent apparaître dans leur beauté. Donc c'est vraiment une façon de percevoir la beauté du monde. Et la beauté du monde, on peut la voir par exemple dans la différence, dans l'opposition entre des éléments différents. C'est tout à fait normal de voir cohabiter. Ben, normal. On peut trouver beau la cohabitation entre des éléments très différents. Donc, un très vieux sanctuaire shinto peut très bien cohabiter en pleine ville, en plein Tokyo, avec des tours métalliques hyper modernes. Et ce n'est pas vu comme un problème, mais plutôt comme une forme de beauté à intégrer. L'invisible aussi, ça fait partie des codes de beauté dans l'esthétique japonaise. Et en fait, là, moi, je pense qu'on parle de l'esprit du lieu. Donc, les Japonais appellent ça le ki, mais cette énergie, cette atmosphère, qui, même s'ils sont non visibles, non palpables, ce sont des éléments qu'on peut ressentir et qui peuvent contribuer à la beauté. C'est vraiment ce sont des éléments qui peuvent affecter notre expérience d'un lieu ou d'un espace. Donc, par exemple, c'est le ressenti qu'on peut avoir en regardant un vieil arbre ou en entendant le son d'un craquement. Donc, ce sont vraiment des subtilités qu'on ressent dans une atmosphère. C'est au-delà de l'apparence extérieure. On est presque dans l'ordre du sacré, là. La beauté aussi dans l'imitation, dans l'esprit japonais, la recréation, la reconstitution ne sont pas vues comme des choses inauthentiques qui n'ont pas de valeur, parce que cette idée d'impermanence, l'idée que rien n'est éternel, que tout est voué au changement, ça fait partie de la philosophie, de cette philosophie. Et donc on va valoriser l'imperfection, l'âge et même l'acte de réparation, de reconstruction peut être un acte qui apporte de la beauté à un élément. Donc, ce sont vraiment des pensées qui valorisent l'harmonie, la continuité. On peut briser les règles. La beauté peut sortir de l'audace, de la tension, du changement. Donc, c'est vraiment ce rapport entre l'ancien et le moderne et la façon de le faire perpétuer dans notre univers d'aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est pas vu comme des oppositions, mais des évolutions harmonieuses. Et je pense que là, on a vraiment des éléments pour accepter l'imperfection, la lutte contre la standardisation des formes, le conformisme. Donc finalement, je pense que cette philosophie peut nous aider à penser la réintégration du patrimoine, à son réusage, à sa réutilisation. Et puis là, bah, je voulais finir avec une petite conclusion. Donc le geste de réparation, je pense que c'est vraiment différent de l'acte de patrimonialisation. Et malheureusement, on a du mal à entrer dans cette dynamique parce que quand on parle de patrimoine, on a du mal à penser changement de fonction, changement d'usage. Euh, mais la réparation, elle implique justement la réhabilitation d'un lieu, en accord évidemment avec sa vocation ancienne, mais sa réhabilitation dans des fonctions modernes, ancrées dans les besoins de notre temps. Et on a du mal à sortir de cette ancienne posture qui nous vient du début du XXe, finalement, à l'époque où sont nées les premières politiques patrimoniales qui émergeaient de l'État. Mais là, on était vraiment dans une logique d'inventaire, identification, documentation, ensuite sélectionner, choisir les éléments qu'on va préserver, sauvegarder. Si bien que bah, là, on est resté dans cette logique de l'État qui décide, qui prend tout en main. Et le patrimoine est trop resté limité à cet univers d'érudits, de chercheurs, de fonctionnaires. Et on est dans un univers de normes et d'obligations. Mais finalement, ce dont on a besoin aussi, je pense, c'est de créativité et d'innovation. Alors, ben voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup.